Alors, je vais introduire mon co-chair, le professeur Constantin Paris, qui va nous parler du coup de l'ARDS, ou le SDRA, comme vous dites ici, associé au Covid. I was not sure who was supposed to speak in English or in French. I think I'll give my talk in French, but with the English slide. Just in the name of the SFAR committee, I would like to thank you, Maurizio Secconi and Fabio Taccone, who are two great intensivists in Europe, to be here. It's a great pleasure for us. Donc je vais le faire en français, et le titre du topo était: est-ce qu'il y a une spécificité ou une différence entre le SDRA lié au Covid et le SDRA standard? Ici, vous avez mes liens d'intérêt avec l'industrie et avec le début pédagogique que je dirige. Et donc, pour résumer, est-ce que ce qu'on appelle dans la littérature CARDS pour Covid-related ARDS est la même chose que de l'ARDS, ou est-ce que c'est différent? C'est assez déroutant comme question. Et la première réaction que j'ai eue est: pour qu'on puisse se poser réellement cette question, il faut partir du principe qu'il y a un seul SDRA. Or, ça fait quand même 55 ans qu'on dit « Oh non, c'est juste un syndrome, on a une définition qui est trop floue, c'est plein de choses différentes. » Et là, d'un coup, on dit « Non, non, c'est la même chose et c'est l'autre qui est différent. » J'avoue avoir, sur le plan intellectuel, un peu de différence à comprendre ça. Si on reprend cette revue qui vient d'être publiée dans le Lancet par Liu et Boss, donc je vous recommande vivement la lecture. C'est très très bien écrit avec ma copine Lauren Ware. On voit clairement que à peu près tout peut donner un ARDS. Que ce soit de l'infection pulmonaire virale ou bactérienne, de l'infection pulmonaire virale, mais de la pancréatite aiguë, du traumatisme, un peu tout ce qu'on veut, enfin ce que vous savez et ce qu'on apprend depuis plus de 50 ans. Et que globalement, on va avoir soit une inflammation pulmonaire initiale qui va entraîner une inflammation systémique secondaire, soit une inflammation systémique avec une atteinte de l'endothélium qui va venir agresser les alvéoles, soit une atteinte mixte. Donc globalement, on peut à peu près tout avoir. Et une fois de plus, j'ai du mal à concevoir pourquoi est-ce que ce serait différent avec le Covid. Quand on regarde la définition du SDRA, elle change, elle évolue, parce qu'il y a justement, il n'y en a pas qu'un. Et si on regarde sur le plan historique, on voit qu'elle a évolué avec les données de la science, avec les discussions et avec les effets de mode. Il y a une vraie mode dans la prise en charge du SDRA et dans les discussions qui font que ça évolue. Vous voyez, on était 94, 2012, c'était un peu plus rationnel. Là, probablement qu'on se retrouve vers un peu de simplification avec le SPO2, plus de notion de PEP, parce qu'on a vu qu'on a tellement fait d'oxygénothérapie à haut débit que peut-être qu'on va dire que les patients qui sont sur le petit flot, ils peuvent être en ARDS, ça ne me semble pas totalement idiot. Donc on a une définition qui bouge en permanence. Si on prend la définition de l'ARDS induit par le Covid, du CARDS, c'est à peu près la même. C'est-à-dire qu'on part d'une maladie qui est une maladie infectieuse, pulmonaire, et puis on arrive via une réaction inflammatoire, des troubles d'immunomodulation, à un SDRA, comme on le connaît depuis 55 ans. Il rentre exactement dans la même définition que l'ARDS standard. Alors, est-ce qu'il y a des spécificités dans ce mécanisme qui est la pneumonie qui va donner de la RDS secondaire? Je vais passer sur ce papier qui est venu très très tôt sur des supposés phénotypes du SDRA, qui est probablement quelque chose d'un peu trop rapide. Ça vient pourtant de Luciano Gattinoni, qui est probablement ce qu'on fait de mieux sur le SDRA et depuis très longtemps. Mais là, je crois qu'il a voulu aller peut-être un petit peu trop vite, Luciano, sur le coup. Donc, j'enlève ça. Non, la vraie question, c'est: est-ce qu'il y a une spécificité de l'agression épithéliale par le SARS-CoV-2 qui pourrait expliquer que c'est différent? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Et donc, si on compare, ça c'est un travail qu'on avait fait il y a quelques années, où on avait regardé les marqueurs de l'agression épithéliale et les données scanographiques de nos patients en multicentrique en France. On avait vu que sur 150 patients à peu près, on avait une vraie différence d'agression épithéliale avec ceux qui avaient
l'atteinte focale et ceux qui avaient l'atteinte diffuse. Donc on a comparé ça à des patients Covid. Et on a regardé le marqueur qui est RAGE, pour le récepteur des produits d'éducation avancés, qui est un marqueur d'agression épithéliale. Et on se rend compte là qu'en fait, les patients qui ont un CARL, c'est-à-dire un ARDS dû au Covid, ont exactement le même niveau de SRAGE, c'est-à-dire d'agression épithéliale, que les SDRA non-Covid qui sont diffus. Donc c'est exactement la même chose. Sur un petit collectif en France, sur un seul biomarqueur, mais on a l'impression qu'il n'y a aucune différence en termes d'agression épithéliale chez ces patients-là. Une autre façon d'aborder la question, c'est de dire est-ce que sur des multimarqueurs, sur du multiparamétrique, on peut voir s'il y a des différences entre l'ARDS Covid et le non-Covid. Et donc là, l'analyse qui est proposée, c'est une analyse de classe latente, c'est-à-dire ce qu'a utilisé Caroline Calfee en 2014 pour sortir les deux phénotypes d'ARDS. Ils ont fait la même chose avec des patients Covid, et donc Caroline est dans la boucle, bien entendu, et sur 450 malades, 480 patients, je crois, ils ont déjà regardé si statistiquement il y a des différences. Et ils sont tombés sur, avec une approche bayésienne qui est toujours la même, il y a deux phénotypes d'ARDS. Tiens, ça rappelle quelque chose, ça, quand même, deux phénotypes. Puis après, ils ont fait leur analyse de classe latente sur les deux différents phénotypes, et ils trouvent une classe 1 et une classe 2. Là aussi, ça rappelle quelque chose, quand même, j'ai déjà vu. Et ils disent c'est un qui est plus inflammatoire que l'autre. Je vous remets juste pour mémoire le travail de Caroline sur des SDRA non-Covid, où ils avaient fait une approche bayésienne avec deux classes, et quand ils regardent ces deux classes, ben, ils se rendent compte tout simplement qu'il y a un phénotype hyper-inflammatoire et un phénotype non hyper-inflammatoire. Ça, c'est du SDRA standard. Et que ces deux phénotypes ne sont pas les mêmes. Mais c'est exactement la même division que pour le SDRA Covid. Donc il n'y a probablement aucune différence. Sur le plan physiopathologique, il y avait aucune raison. Deux, il n'y a aucun argument scientifique pour dire qu'il y a une différence entre le Covid, l'ARDS Covid et l'ARDS non Covid. Après, quand on regarde nos données, à nous, de nos patients, il y a quand même une différence qui est le taux de mortalité. On a l'impression qu'ils sont morts beaucoup quand même. Et d'ailleurs, quand on voit cette comparaison faite entre les deux phénotypes d'ARDS Covid et les deux phénotypes classiques de Caroline, hypo-inflammatoire et hyper-inflammatoire, on voit bien qu'il y a la même différence entre les deux phénotypes à chaque fois, mais sur le Covid, on voit qu'il meurt un peu plus. Et c'est peut-être pour ça qu'on se dit que ce n'est pas la même chose. Donc pourquoi est-ce que ces patients qui ont une physiopathologie qui est la même arrivent à avoir un taux de mortalité qui est différent? Et la question est assez intéressante, je trouve. Pourquoi est-ce qu'on a ces résultats-là? J'en sais pas grand-chose. Alors si on reprend les données qui ont été publiées, on se dit que contrairement au SDRA standard, et ça c'est des publications très très précoces d'un groupe de l'Imperial College à Londres, qui avait montré que quand on thrombolise des patients avec un ARDS Covid sans embolie pulmonaire, il n'y a pas de PM, on améliore l'oxygénation. C'est-à-dire que c'était bien la preuve qu'il y a une pneumonie et une atteinte endothéliale vraie qui est spécifique du Covid, qui est plus importante que dans les autres. Mais je pense que c'est à la marge, ça. C'est une atteinte diffuse. On a aussi des SDRA qui sont vraiment systémiques et qui ont un peu la même chose. Si on regarde ce qui a été publié, il y a une chose qui sort de différente, et ça avait été levé par nos amis américains, par John Devlin notamment, mais aussi Pratik Pantaripandey de Nashville, qui disait, est-ce que ce n'est pas un peu la sédation qui explique la surmortalité de nos patients et la différence de résultats? Et en fait, ce qui va avec ça, c'est quand on regarde cette énorme cohorte qui a été publiée dans le Lancet Respiratory, plus de 2000 patients, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'ont fait les docteurs qui se sont occupés de ces patients? On voit quoi? On voit que c'est des patients qui ont été beaucoup ventilés, plus que les non-Covid, qui ont été sédatés très profondément pendant très longtemps. C'est-à-dire que globalement, on a un peu oublié ce qu'on nous explique depuis 20 ans, qu'il faut moins sédater,
moins curarisé, essayer de faire bouger les patients. J'aime beaucoup cette analyse. Ils ont regardé quels étaient les éléments du bundle ABCDEF qui avaient été utilisés chez ces patients. Le bundle ABCDEF, c'est le ICU Liberation, ce qu'il faut faire pour faire sortir les patients de réanimation de Wasseli. Et on se rend compte que l'évaluation de la douleur, on l'a faite, mais pas énormément. On a regardé le niveau de sédation, comme d'habitude. Il n'y a aucun souci. Par contre, on a totalement arrêté de voir si on pouvait arrêter la sédation ou la diminuer et faire respirer les patients tout seuls. Ça n'a pas été fait chez les patients Covid. On a réutilisé des produits qu'on n'utilisait plus. On a fait des benzodiazépines à grosse dose chez les patients. On a arrêté de les mobiliser, arrêté de les sortir du lit. Et puis on a exclu des familles des réanimations. J'étais au début, au moins sur la première vague, il n'y avait plus de familles à l'hôpital et plus de familles en réa. Je ne sais pas vous, nous on a arrêté très vite. Au bout de 2-3 semaines, on a dit stop, c'est pas humain ce qu'on fait, il faut faire rentrer les familles en réa, sinon on va faire exploser la société. Mais effectivement, ça n'a pas été fait. Et quand on regarde sur un outcome qui est le délirium, et un polyvalent entre délirium et surmortalité, on se rend compte que l'utilisation de benzo, comme on l'avait prévu dans les essais, ça renforce le délirium et ça aggrave la durée d'hospitalisation. On se rend compte que tout ce qu'on ne faisait pas aggrave, donc c'est un vrai crash test. On a validé 20 ans de littérature sur le Covid. Si vous me permettez l'expression, on a fait de la merde pendant 1 an et demi, et on a vu que quand on faisait ça, c'était pas bon. Donc on a validé les 20 années d'études, et je trouve ça très bien. Regardez, le seul élément qui est protecteur sur les dysfonctions cognitives de ces patients-là, c'est le fait d'avoir les familles qui viennent les voir. C'est le fait de réadmettre les familles en réanimation qui diminue la durée de séjour et l'altération cognitive. Les benzos n'étaient pas bonnes, les opioïdes non plus. Et donc on a toute une pléthore de littérature, d'études observationnelles qui sont venues confirmer ça. Oui, on a fait trop de sédation à nos patients, et quand on regarde, on a fait trop de tout. On a fait trop de benzo, trop de propofol, trop de kétamine, parce qu'on a sédaté de façon inconsidérée nos patients. Et peut-être que ça, c'est un vrai problème chez ces patients-là. Quand on regarde sur cette énorme cohorte en multivarié, sur des patients Covid et sur des patients non Covid, en SDRA, ce qui sort comme facteur de mortalité en multivarié, ce n'est pas le fait d'avoir le Covid, c'est le fait d'avoir une sédation profonde et prolongée. Donc probablement que la différence, c'est un peu nous qui l'avons générée. Alors, on n'est pas des criminels, on n'a pas fait ça exprès. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à faire dormir ces patients plus que les autres? Est-ce qu'on a sédaté plus parce qu'on a ventilé plus longtemps, ou est-ce qu'en gros on les a ventilés parce qu'on sédatait trop? Moi je ne sais pas qui est responsable de ça, mais ce qui est une évidence, c'est que ça existe. Et donc si on regarde, qu'est-ce qui a expliqué qu'on ait utilisé une sédation profonde chez ces patients? Peut-être un peu le risque de contamination, au moins au début. Parce que nos amis italiens qui ont été confrontés un peu avant nous nous ont dit attention, ça contamine énormément. Mais il y a un modèle qui est différent. Il y a énormément de réanimations en Italie qui sont des salles uniques, où il y a plusieurs patients dans la même salle. Mauricio, you confirm that in Italy, a lot of ICU are just one room with different persons in the same room, like in Milano? It varies, but the majority are cohorted ICU. Yeah. Et peut-être que ça nous a un peu trompés. Mais ça n'a pas duré longtemps. Pour en dire, il y avait beaucoup de travail. Oui, il y avait beaucoup de travail, mais on avait du monde. On n'a jamais été sous-staffé dans nos équipes de réanimation. Qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre? On a dit à un moment, ah oui, mais il y a une encéphalopathie septique spécifique des patients Covid. Ça n'existe pas. Quand on regarde, c'est moins de 1% des patients qui avaient une encéphalopathie Covid. C'est pas ça qui est expliqué. C'est peut-être ça. Et là, on retombe sur, quand vous vous posez une question dans le SDRA, 99 mois sur 100, c'est Luciano Gattinoni qui a la réponse. Le problème des patients Covid et la différence entre les patients Covid et les non-Covid, c'est le drive. C'est des patients qui avaient une commande ventilatoire totalement explosive. Et le loup a été levé, j'aime beaucoup cet éditorial. Alors, il n'y a pas que des jeunes. Hein. Gattinoni, Marini, ça nous laisse penser que Luigi Camparo, c'est un jeune résident à côté. Mais ils avaient raison. C'est le drive. Et ça, c'est un édito qui accompagne quoi? Un papier d'équipe de Laurent Papazian, fait entre Toulon et Marseille, qui montre clairement qu'un truc tout bête, la P01, un truc qu'on mesure depuis 30 ans sur nos ventilateurs,
Quand les patients avaient une P01 très élevée, ils étaient à risque de détresse respiratoire majeure et de sursédation. La commande ventilatoire. Et ça, c'est un point très très important de nos patients. Ah, il y a un petit blocage. On va essayer avec les flèches. Et donc, qu'avons-nous fait par rapport à cette commande ventilatoire? Notre réponse a été de dire, on va adapter le patient au ventilateur, comme dans les années 80 avec mon grand-père qui faisait de la réanimation. Il faut adapter le patient au réanimateur, et au ventilateur, pardon. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des quantités de curares astronomiques. On est en France, on se souvient d'Accurasis, il faut curariser à mort, il ne faut plus qu'il bouge. On a oublié que sur Rose, ça ne marchait pas, hein, les curares quand même. Rose, c'est Accurasis, mais fait aux États-Unis. Et quand on regarde, au mieux, ça ne change rien sur les malades Covid, l'utilisation des curares. Au pire, quand on ne balance pas, c'est peut-être bien pas une très très bonne solution. Probablement que notre réponse aurait dû être, on va essayer d'adapter le ventilateur aux patients. Plutôt que de les sédater à mort, il faut peut-être aller dans ce sens-là, parce qu'il y a une différence. Ils ont la commande centrale qui est plus emballée, essayons d'adapter. Et on avait publié, je crois que c'est mai 2020, avec Gérald Schank, avec Jesse Hall, avec John Kress, avec pas mal de monde, des espèces de recommandations sur la sédation du SDRA, et qui étaient de dire, sûrement qu'il ne faut pas jeter le bundle ABCDEF pour les patients en SDRA, mais que c'est dur à appliquer à cause de la commande ventilatoire. Et donc, on a créé un bundle qui était ABCDEF R. R pour contrôle du respiratory drive. Et la solution, elle est sûrement là. Et l'algorithme disait, il faut d'abord éviter l'acidose, l'hyperthermie, les choses comme ça. Probablement essayer d'utiliser, si on doit les faire dormir, peut-être des agonistes alpha-2 et adapter le ventilateur en premier. La première réaction ne doit pas être d'augmenter la sédation de curariser, mais d'adapter le ventilateur. L'utilisation de sédation ou de curare, c'est à la fin. C'est quand on est en échec de tout le reste. L'algorithme qu'on avait proposé, alors je ne dis pas que c'est génialissime, mais ça aurait probablement pu éviter des tombereaux de curare et de sédation. Peut-être qu'il fallait faire de la VSI2, la ventilation spontanée à ces patients. Et ce qu'on sait par exemple, c'est quand on leur a fait de la CPAP, plutôt que de les intuber, ça baissait un peu la mortalité quand même de ces malades-là. Peut-être qu'on pouvait utiliser l'aide inspiratoire plus souvent. Je vous l'accorde, l'aide inspiratoire, c'était dur. Quand ils ont un drive qui est très élevé, l'aide inspiratoire, c'est un peu difficile à mettre en place. Mais peut-être qu'on pouvait utiliser la PRV. Ça, c'est fait chez des patients non Covid. C'est un papier chinois qui était sorti dans ICM il y a 4-5 ans. Je crois qu'on était 11 reviewers sur ce papier. On était 11 à le relire, on a dit c'est pas possible, ils nous truandent. Ils avaient inclus les malades en 3 mois, etc. Et en fait, le papier est vrai. C'est juste que quand on fait de la PRV, on peut sédater moins les patients. Et sur un tout petit collectif de patients, ils montraient qu'ils amélioraient plein de choses juste en laissant les patients respirer un peu tout seuls. Mon sujet n'est pas de dire il faut faire de la PRV, dire il faut essayer d'adapter le ventilateur aux patients. Ou si on n'y arrive pas, faire de la PRV. Vous connaissez la PRV? La PRV a un avantage, c'est que c'est un mode où il n'y a pas d'asynchronie. Patient-ventilateur, parce qu'il n'y a pas de synchronisation. Le ventilateur fait sa vie, le patient fait sa vie, les deux sont à côté, et des fois, ça ne se passe pas trop mal. Donc, ça peut être une solution chez ces patients-là. Donc, pour conclure, est-ce que le SDRA du Covid est différent? En toute honnêteté, non. Il n'y a aucune raison pour penser qu'il est différent. Il y a cette commande ventilatoire qui est souvent un problème en réanimation chez les patients en ARDS. Elle était peut-être un peu plus stimulée chez les patients Covid, mais la vraie différence, c'est nous qui l'avons générée. Sûrement un peu de crainte, un peu de peur, un peu d'emballement, et on a fait de la sursédation. Je crois honnêtement que le Covid, on en a tous marre et qu'on espère que c'est fini. Donc s'il y a un intérêt à se reposer ce genre de questions, c'est pour l'avenir. Et je crois qu'on a eu une telle épidémie de SDRA qu'on aura eu une véritable progression sur ce qu'on a compris. Regardez l'explosion des papiers. Juste sur la RDS, sur les 2 dernières années, alors il y a beaucoup de merde, hein, si vous me permettez, de la mauvaise recherche, mais il y a des bons papiers aussi. Et je crois que ça nous donne une opportunité pour faire un vrai bond en avant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu inventer des trucs parce qu'ils étaient Covid. Je crois que le message, il reste simple, c'est primum non nocere. On fait ce qu'on sait faire et on essaie de le faire bien. Et le crash test nous montre que quand on ne fait pas bien, c'est pas bon. Et servons-nous de ces milliers et milliers de SDRA, ce qu'on n'a jamais vu, des dizaines de milliers d'ARDS, pour essayer d'avancer
dans la compréhension de la prise en charge et du traitement de ces malades-là. Ça servira pour les autres, parce que je crois que de la RDS, par contre, il y en a encore pour des années et des années. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Différents points intéressants sur la gestion de la RDS, effectivement, que j'espère suscitent de la discussion. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être je vais commencer. Le premier point est peut-être la différence que moi je vois entre la RDS Covid et les RDS tout venant, c'est que, à différence des RDS tout venant, on a quand même un agent causal qui est quand même relativement connu, donc c'est maladie virale, alors que les autres RDS sont plutôt hétérogènes. Et ce qui, moi, m'a beaucoup frappé, à part les élucubrations physiopathologiques sur les différents phénotypes, c'est la durée de la RDS. En pratique clinique, quand on a un gros trauma ou même de la pancréatite, quand la source elle est sous contrôle, on voit quand même une amélioration clinique qui permet la réduction des sédatives, un passage dans une assistance voilà, pressure support par exemple. Alors qu'on a vu ces malades avec des persistances des anomalies de leur compliance vraiment pendant des semaines. Et donc je me disais, est-ce que c'est ça pour finir les grosses différences et comment on explique ce facteur-là qui est en tout cas, n'a pas été modifié, même pas par l'introduction de certaines corticoïdes immunomodulateurs dans certains patients. Alors, c'est une vraie question. Il y a peu de données. Il y a très peu de données. Il y a des données très préliminaires sur la polarisation macrophagique. Le macrophage, dans l'alvéole, est au début très inflammatoire. Il a une polarisation... il fait sécréter des cytokines pro-inflammatoires au début de l'histoire du SDRA. Et puis assez rapidement, quand la cause est traitée ou stabilisée, le macrophage a la capacité de changer de polarisation et de devenir anti-inflammatoire, ce qui permet au poumon de se réparer. Mais quand le changement de polarisation ne se fait pas bien, soit il reste pro-inflammatoire, soit il a une troisième alternative, c'est devenir pro-fibrosant. Et on a l'impression que ces patients Covid ont fait peut-être un peu plus de fibrose. Donc là, il y a peut-être une piste. Il y a un papier publié et une équipe de Paris qui a des données, ils essaient de les publier aussi, qui montrent qu'il y a cette altération de la polarisation macrophagique. Ça peut être une explication sur l'altération prolongée de la compliance. C'est possible. Oui, s'il vous plaît. Oui, bonjour, c'est Brice aussi de Toronto. J'aurais une question à vous poser concernant justement la comparaison de sepsis lié à la Covid-19 et le sepsis non Covid-19. Est-ce que, justement, on a regardé aussi, justement, ces réactions inflammatoires et surtout l'immunosuppression induite, le fait de l'échappement immunitaire, l'épuisement lymphocytaire aussi. Est-ce qu'il y a des données là-dessus aussi? Parce que là, on compare beaucoup à RDS Covid-19 versus non Covid-19. Est-ce que dans le sepsis aussi? Et comment on intégrerait les données aussi présentes dans la littérature avant la Covid-19? Par exemple, les papiers de l'Imperial College, je pense que c'était sur les deux phénotypes immunodéprimés et non immunodéprimés. C'était en 2016. Est-ce qu'il y aurait des données aussi dans la Covid-19 avec la même approche? Merci. Une bonne question. En toute honnêteté, comme ça, de mémoire, il y a des données qu'on a eues très précocement sur la lymphopénie profonde, mais qu'on a sur tous les sepsis. Après, on a quand même eu toutes les données vont dans le même sens. On a eu des présentations qui étaient très mono-organiques. On n'a pas eu de sepsis syndrome vrai comme on a sur d'autres infections. On l'a eu parce qu'on a eu des surinfections très précoces et qui, de ce que j'en sais, de ce que j'ai compris de cette littérature-là, sont en partie expliquées par une espèce d'immunoparalysie, d'immunosuppression post-agressive, d'abord de l'épisode pneumonie virale, qui fait que ça, probablement, il y a eu plus de surinfection, de superinfection bactérienne derrière. En toute honnêteté, je ne suis pas capable d'aller plus loin sur le mécanisme parce que je n'ai rien lu de comparaison entre choc sepsique standard et sepsis induit par le Covid. Et une fois de plus, on a quand même eu peu de défaillances hémodynamiques, par exemple, à la phase initiale. On les a eues après. Et sur les papiers, alors c'est bête, j'ai une de mes chefs de clinique qui fait de l'immunologie et qui travaille beaucoup sur le Covid et là qui part à Boston pour faire du Covid long. Je réfléchis en tête les trucs qu'elle a publiés. J'ai pas de notion vraiment qu'il y ait de comparaison nette qui est faite. Mais peut-être vous avez la réponse dans votre question. Ah bah c'est bien.
Fabio Otto non plus? Non plus, non. En tout cas, c'est intéressant parce que je crois qu'il y a une telle combinaison de ce qui est dû au virus et ce que nous on fait. Donc, comment nous on module la réponse immunitaire, qui c'est extrêmement compliqué à évaluer, certainement ça change dans le temps. Donc, il y a une grosse variabilité temporelle par rapport au sepsis. Est-ce que vous avez peut-être une place pour une dernière question? Juste un commentaire. Je peux faire encore une question, parce que j'étais parti de ce papier que tu as cité sur Lancet, sur le délirium. Et donc, voilà, quand on regarde les data, on a l'impression qu'on a été des mauvais élèves et qu'on a fait 10 ans de pas, enfin, des pas en arrière de 10 ans pour faire ce qu'on ne devait pas faire. Mon expérience clinique, étant été quand même beaucoup au lit des patients, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que certains de ces malades pour lesquels on a essayé de désédater à un moment ou l'autre, on s'est dit, ben, les gars, ça fait des doses énormes, essayons de désédater. Il y a une certaine proportion de patients que je ne peux pas quantifier pour l'instant. J'ai invité mes collègues qui travaillent sur les registres à le faire, qui ont développé du Vili. Donc, le patient se dégrade avec un drive respiratoire très important de volume élevé, un P0 élevé. On les sédate, on fait CT de perfusion, enfin c'est injecté, il n'y a pas d'embolie pulmonaire macrovasculaire, il n'y a pas d'infection à l'LBA, il n'y a pas de nouvelle évolution. Ils sont souvent un peu de virus qui persistent en LBA. Et j'ai l'impression, en fait, que quand on voit même les CT, ça pourrait être un peu du Vili. Donc, tu vois, c'est un peu le même principe. On a été des mauvais élèves, mais parfois, on ne pouvait pas faire autrement. Ah, mais je ne suis pas en train de me fouetter. Hein, oui, si on avait pu faire différemment, on l'aurait fait. Voilà, mon idée, c'est que sur le poumon, c'est la même physiopathologie. Il y a cette histoire de drive qui était sûrement un peu plus stimulée. Et puis il y a un peu d'entraînement après qui se fait. Maurice, c'est aussi une question pour toi. Et puis, of course, you can. I'll speak in English. Now, I enjoy everything that you said, and I completely agree on an approach to try to minimize sedation. But I think there were two big confounding factors, especially when we had uncontrolled outbreaks and we didn't have vaccinations. One is that could be a bit of reverse causality there. So these patients were very, very difficult to sedate. I hate benzos. My team can tell you, I pull their ears if they put benzos. But actually, I had to put benzos with them sometimes. They were just very, very difficult at an astonishing respiratory drive. And the second factor, which maybe is related to what you're saying, I think, which maybe we had in some moments to increase capacity so much, and we had to take nurses and doctors, physicians, that they didn't work so often as others in the intensive care, and clearly you were protocolizing things, but when things were a little bit more complicated, we were making things easier just by giving a bit more muscle relaxants and sedatives. But I think that was very true at the very beginning of the outbreak, when we had to increase capacity by 4 times, and to be honest, it was firefighting. We know. But then now that now when we see these patients coming, it's in small numbers, it's also my experience that some of them, they're just very difficult to adapt on the ventilator. So, and there is something that I don't think we've understood yet. And there are some MRI studies also on respiratory drives and brain dysfunction and so on. But it's true that it's something I didn't see before in my life. I totally agree with you. I also hate benzo. We use volatile for sedation, so it's really easy to say that with volatiles. Unfortunately, we recently published a retrospective analysis of patients in volatile and IV sedation, and no difference in COVID, unfortunately. So I think we did what we were able to do with benzo or something else. You're right with the nurse flow, difficult to manage. But if there is one difference between CARDS and ERDS, it's probably in the brain, and I'm not sure what it is. Ok, merci beaucoup.